Et comme je le disais hier, qui dit premier sur le code dit forcément Bruno Wattenberg. On part en Russie où une question monte. Quelle est la situation économique réelle du pays? Puisque je le rappelle, c'est aujourd'hui le pays le plus sanctionné au monde, coupé d'une grande partie de l'économie mondiale, privé d'une partie de ses réserves. Bref, presque un an après l'invasion de l'Ukraine, n'est-il pas temps de tirer le bilan des sanctions économiques prises par les Occidentaux contre Moscou? Alors la réponse sans hésitation, c'est oui. Pourquoi? Parce que ces sanctions, si elles sont d'un excellent principe politique, elles ont aussi un prix pour les populations européennes qui sont en droit de se poser plusieurs questions. Et on a l'impression qu'il y a un petit murmure qui monte. En tout cas, c'était réservé à une frange de la population. Aujourd'hui, ce murmure commence à se généraliser avec des questions finalement légitimes. Est-ce que ces mesures sont efficaces? Sont-elles proportionnées par rapport aux conséquences financières sur les citoyens européens? Question d'actualité aussi, puisque nous sommes à l'aube du 10e paquet de sanctions qui devrait être discuté lors de ce fameux sommet européen des 9 et des 10 février, si je ne m'abuse. Alors il faut aussi le rappeler, vous en parliez, que l'Europe n'est pas la seule à avoir pris des sanctions. Il y a aussi les Américains, les Canadiens, les Japonais et les Australiens. Et en effet, jamais dans l'histoire économique contemporaine, un pays n'a subi autant de sanctions. Et donc, la curiosité devrait au moins nous permettre de se poser cette question, est-ce que ça fonctionne? On parlait donc de sanctions exceptionnelles sur l'économie russe. Quelles conclusions peut-on tirer de leur effet? Alors c'est très difficile, vous allez le voir. Alors le FMI, Fonds monétaire international, soulignait ce matin que l'économie russe a accusé le coup des sanctions, qu'elle a plié, mais qu'elle tient finalement remarquablement le choc. Nous sommes loin de l'effondrement attendu qui avait été espéré par les économistes, mais qui avait été prévu par la plupart des économistes. Il y avait un consensus global sur un effondrement de l'économie russe. Ce n'est pas le cas et c'était sans doute ce qui était espéré par les politiques, de voir un impact économique plus important, de manière à ce que l'impact politique, par ricochet, puisse devenir aussi plus important. Alors, bien sûr, la Russie est rentrée en récession, comme nous l'an dernier, mais avec seulement une chute du produit intérieur brut de 2,2%, alors que les prévisions taplaient sur plus ou moins 8,5% en 2022. Et allons justement un peu plus loin, donc par rapport à la disparition des perspectives de récession en Europe et en Belgique, comment va se comporter l'économie russe cette année, Bruno? Alors, vous le saviez, on a eu la bonne nouvelle, probablement qu'en Belgique, nous ne rentrerons pas en récession. On était très contents du chiffre qu'on avait fait, mais en Russie, c'est encore mieux. L'économie russe devrait rebondir avec une petite progression de 0,3% en 2023, ce qui est très proche de la moyenne européenne, meilleure que les perspectives de la croissance belge. Et pour 2024, c'est encore plus insolent, si on peut dire, puisque les perspectives de croissance russe sont au-delà de la moyenne européenne. Et comment expliquer cette résilience? Alors, mettons-nous bien d'accord, avant d'expliquer la résilience, Moscou ne publie plus de statistiques, plus d'indicateurs économiques, se bornant finalement à dénoncer la pression des mesures de sanctions sur sa population. Donc les chiffres, j'ai bien veillé à vous les donner au conditionnel. Alors si on parle maintenant des vecteurs de résilience, la réorientation des ressources naturelles vers les pays amis, ou amis entre guillemets, la Turquie, la Chine, l'Inde, les importations parallèles, il y a vraiment eu un énorme travail. Il y avait une personne qui travaille dans les médias qui expliquait qu'ils avaient besoin de connecteurs pour des micros et que finalement les fournisseurs européens ou américains ne les fournissaient plus, mais qui parvenaient à se fournir par des réseaux parallèles, bien évidemment avec 30% d'augmentation de prix. Et ça, normalement, ça se répercute aussi dans l'inflation. Aussi un marché d'échange. Le marché d'échange russe s'est réouvert, pas sur le dollar, pas sur l'euro bien évidemment, mais sur le yuan. Mais dans les faits, ce qui est plus vérifiable, en tout cas sur le terrain, est-ce que ces chiffres vous paraissent crédibles? Alors difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que l'économie russe ne s'est pas effondrée. Les magasins russes sont approvisionnés, les services publics fonctionnent. Quant au prix de détail, l'inflation, après un fort rebond au printemps, semble être maîtrisée. Même si ça, c'est ce que les journalistes qui sont encore présents voient. On peut se poser la question de ce qui se passe dans les milieux ruraux, et c'est probablement une réalité un petit peu différente des milieux urbains. Alors, un petit exemple, on sait que Lada a difficile à produire ses voitures, il manque des composants, on doit trouver des artifices pour certains composants, mais par exemple, Lada vient d'annoncer qu'on ne pouvait plus avoir que 3 couleurs pour une voiture quand on commandait une voiture. Et alors, la question, c'est que l'autre gros
gros élément, c'est cette pénurie de composants industriels qui sont réorientés, ces composants, en priorité vers l'armement. Et donc, progressivement, vous allez voir des usines. Et en fait, il y a une énorme course contre le temps qui est en train de se jouer. D'un côté, on réoriente tous les composants vers l'industrie militaire. De l'autre côté, on essaye d'avoir les circuits parallèles. Et on peut se poser la question, est-ce que ces circuits parallèles vont devenir structurels pour un moment parvenir aux Russes à éviter la pénurie? Pour terminer, Bruno, quels sont les impacts incontestables des sanctions sur l'économie russe? Alors, un fort ralentissement de l'innovation, pénurie de certains composants, on en a parlé, mais aussi une frilosité des investisseurs. Ça veut dire que la Russie a aussi besoin d'investisseurs étrangers, chinois, indiens ou autres, mais en l'absence de statistiques, ces investisseurs ne sont pas rassurés. Fort ralentissement des investissements, donc au profit des efforts de guerre, des recettes fiscales aussi en forte diminution, et puis vous devez rajouter toute cette main-d'œuvre qui part au front. En conclusion, on peut réellement parler d'une économie qui survit, clairement, mais qui souffre et se repose uniquement pour l'instant sur l'économie de guerre. Et on sait que ce n'est pas structurant. Ça veut dire que si on a juste une économie de guerre, on n'est pas capable de rebondir. Et donc, aucune économie ne peut survivre uniquement sur cette économie de guerre. Et donc, on peut considérer deux choses. Un, les sanctions, c'est un poison lent, c'est un poison qui va continuer à sortir ses effets, et on pourrait finalement avoir un crash économique relativement lent et silencieux en Russie, et c'est probablement ce qui est en train de se passer, lentement mais sûrement. Voilà pour ce bilan un an après le début de cette guerre en Ukraine, de cette invasion russe en Ukraine. Merci Bruno. Avec plaisir.